Nous poursuivons notre matinée, donc je rappelle, on a vu plein de choses, on a parlé de data center, de Nvidia, de DPU, de GPU, etc. Mais on va se focuser sur un petit élément qui a toute son importance aujourd'hui, qui fait beaucoup parler de lui, c'est le Edge. Donc c'est toutes les infrastructures Edge, le Edge Computing. Et pour en parler, nous invitons Olivier. Donc si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis Olivier Labbé, je suis le directeur général adjoint de Cap-Ingelec. Nous sommes une ingénierie leader en France qui concevons et construisons des data centers. Donc des gros et des petits, et plutôt des petits pour le Edge. D'accord. Alors justement, je vais rebondir un petit peu sur ça. Bon, effectivement, on parle énormément de Edge depuis 2-3 ans, mais j'ai l'impression que parfois on a du mal à comprendre de quoi on parle vraiment. Pour vous, le Edge, c'est quoi? Alors il y a effectivement beaucoup de définitions du Edge selon les acteurs, surtout en termes de taille. Bon, le Edge, ça tout le monde est d'accord, c'est le fait d'aller amener de l'informatique au plus près des usages, qu'il s'agisse d'usage humain ou d'usage d'objets connectés. Maintenant, la définition, c'est quoi au plus près? Quand Microsoft construit un petit data center en Égypte, vu des États-Unis, c'est du Edge pour lui. Quand Equinix, par exemple, construit un data center actuellement à Bordeaux, c'est du Edge. C'est un data center qui fait quand même 3-4 MW, c'est pas tout petit. D'autres acteurs nous demandent aujourd'hui de construire des tout petits data centers de 200 mètres carrés en plein centre-ville. Donc chacun a sa définition du Edge. Donc clairement, il y aura un continuum de data centers entre des petits data centers, voire même directement des serveurs. La Google Car sera remplie de serveurs, de capteurs. Elle-même sera une forme de data center, entre guillemets. Depuis cet espace Edge ou Near Edge jusqu'aux hyperscalers, qui sont des très gros data centers distants, qui n'auront pas besoin d'être au plus près des utilisateurs. Alors, même si effectivement on peut avoir une définition un petit peu floue de la taille que ça peut donner, l'idée c'est quand même d'apporter le compute, au bout du compte, le traitement, au plus proche de la source qui a besoin de ce traitement. C'est exactement ça. C'est ça. Pour une raison principale qui est la latence. La latence, donc, qui est le temps de réponse attendu. Donc, il y a des cas d'usage qui vont demander plus ou moins de temps de réponse, mais même indépendamment de ces cas d'usage, vous imaginez aujourd'hui, on parle à la fin de cette décennie, à peu près 1 million de capteurs par kilomètre carré, et pas que en zone urbaine. Donc, tous ces braves capteurs, parce qu'il y a aussi un élément, c'est que là, on vient de passer une décennie où les êtres humains ont consommé plus, ils ont découvert avec leur smartphone qu'on pouvait faire des vidéos, faire plein d'applications, etc. La balle maintenant va être dans le camp, et on n'a rien vu du coup, des objets maintenant, qui vont interfacer eux-mêmes. Donc tous ces objets, on parle d'à peu près 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. Donc si tous ces objets sollicitent des data centers distants, la latence va être d'abord parce qu'il est distant, mais surtout parce que ça va être obstrué. Les réseaux ne vont pas être capables de faire ces échanges entre un data center distant et toutes ces demandes locales. Donc on a absolument besoin de descendre la capacité de compute au niveau local et pour ce faire de bâtir des infrastructures ad hoc. Oui, parce que quand vous parlez des objets, donc c'est les IoT, ils génèrent énormément de données, même si c'est du temporalité quand même, ils génèrent à un moment donné de la donnée, donc ils ont besoin de réseaux, de telco. Donc effectivement, comme vous dites, plus on rapproche le compute de ces îlots, mieux c'est en fait. Voilà, donc une partie de l'informatique, et j'entendais Nvidia précédemment, va être traitée carrément par l'objet, et tant mieux, tout ce qui sera traité par l'objet n'est plus à faire. Après, il y aura quand même des besoins de traitement locaux, par exemple une caméra, qui va être en permanence en train de filmer un endroit pour question de sécurité, etc. Elle ne va pas envoyer le flux vidéo sur un data center distant, ça serait du gâchis et ça coûterait extrêmement cher en bande passante. Et par contre, elle va sélectionner, donc soit elle le fera elle-même, soit un petit data center local, enfin des ordinateurs dans un petit data center local, traitera la sélection de ce qu'il faut envoyer et on enverra dans un data center distant uniquement la photo du véhicule mal garé ou le véhicule qui a brûlé le feu rouge. Enfin, je vous laisse tous les cas d'usage possibles. Oui, en fait, on va faire une sorte de pré-traitement et on va vraiment envoyer que les données importantes, ou je dis importantes, effectivement, à un DC central ou même effectivement un cloud central, quoi, en fait. Voilà. C'est ça. Donc il y aura une économie de l'usage des réseaux qui coûte très cher en énergie. Et aussi, il y a un besoin de latence, donc ça dépend des cas d'usage, mais très souvent, ces sollicitations nécessiteront une demande ultra rapide. Et donc, le fait d'aller parcourir quelques centaines de kilomètres, c'est à chaque fois des millisecondes, dans un sens et dans l'autre,
Et cette ultra-latence qui est souhaitée par ces objets connectés nécessitera aussi un traitement local et ne sera pas capable, la Google Car n'aura pas le temps d'aller chercher des informations dans un data center à 3000 km pour prendre une décision. Oui, évidemment. Comment aujourd'hui vous voyez le marché du Edge, ou plus précisément, est-ce que vous avez des cas d'usage ou des usages ou des contraintes pour faire du Edge? Alors, les usages, c'est moins mon métier, parce que nous, on s'intéresse donc à bâtir les bâtiments techniques qui vont ensuite héberger les ordinateurs qui porteront les cas d'usage. Par contre, ce que je vois effectivement, c'est où on nous demande de bâtir des data centers. Donc jusqu'à présent, on avait des data centers de taille régionale, soit dans des bâtiments existants qu'on transformait, mais assez souvent dans ce qu'on appelle du greenfield, c'est-à-dire un champ. Oui. Donc c'était un bâtiment sur lequel on avait toute latitude pour concevoir et construire. Là, on nous demande des data centers plus petits, mais par contre dans des endroits qui n'ont absolument pas été prévus pour faire un data center. Quand on nous dit vous faites ça au centre de Paris, un immeuble haussmannien, quand il a été conçu, on n'avait pas prévu de mettre un groupe électrogène dedans. Pour donner un exemple. Donc on nous demande aujourd'hui de faire des choses qui ressemblent à des data centers, ce sont des data centers, mais qu'on est obligé de... Voilà, nos contraintes, c'est... Voilà, il faut être un petit peu malin pour s'adapter. On n'a pas toujours des surfaces rectangulaires, on a des problématiques, bien sûr, on est en pleine zone urbaine, donc il y a des problématiques de sources d'énergie, de bruit, etc. Mais à la fin, c'est un data center. Donc notre contrainte aujourd'hui, c'est par rapport aux besoins des cas d'usage qui nous dit qu'il faut être là, c'est-à-dire à côté des réseaux terrestres, à côté des flux, à côté des lieux de demande, de réussir à installer un bâtiment qui va héberger de l'informatique Edge. D'accord. Et quels sont les endroits les plus insolites que vous avez à l'esprit? Actuellement, on est en train de construire, je ne peux pas dire pour qui, un data center dans une crypte. Alors, j'imagine que déjà, il y a des contraintes par la forme, il y a des contraintes aussi pour tirer les câbles, non aussi? Oui, il y a plein de contraintes. Je dirais les contraintes les plus importantes que l'on voit, donc là je sors de cet exemple-là, c'est que, je parlais du groupe électrogène, ne serait-ce qu'en termes d'ouverture de portes, c'est pas possible très souvent d'aller mettre, donc aujourd'hui on met des batteries, ce qui n'est pas très bien, ça crée une charge énorme. Sur un data center Edge, on a mis 50 tonnes de batteries. Parce qu'en fait, comme on n'a pas de groupe électrogène, l'ultime secours est porté par des batteries qui d'habitude sont là pour juste répondre aux micro-coupures. Elles doivent tenir un certain nombre d'heures, le temps qu'on puisse corriger la panne. Donc notre enjeu par rapport à cette contrainte va être de peut-être arriver à trouver des solutions d'énergie renouvelable, alors soit de la pile à hydrogène déjà pour éviter les batteries, soit d'essayer de se sourcer en énergie et en backup de manière locale. Il y a un vrai chantier pour les ingénieries pour innover en ce sens, parce que c'est vraiment un nouveau métier de data center. Oui, parce que j'imagine que poser 50 tonnes de batterie, il faut quand même avoir un plancher qui tienne le coup. Oui, c'est impressionnant ça. Mais c'est la seule solution, parce que ça reste à la fin un data center. La mission première d'un data center, c'est d'assurer une disponibilité permanente, qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'il y ait une rupture électrique du réseau. Et je présume que vos clients qui vous demandent du Edge, ils veulent le même niveau qu'un DC normal en fait. Alors peut-être un peu moins, quand même. Je dirais tout simplement parce que la perte d'un data center Edge qui est terminal a forcément moins d'impact. Quand un data center central tombe, ça touche énormément de choses. Donc je dirais il y a des classifications dans les niveaux de redondance. Plus vous voulez être redondant, plus ça coûte cher et c'est quasiment exponentiel. Peut-être qu'ils sont un peu moins exigeants en termes de data center Edge. Maintenant, ça reste un data center, donc on est quand même obligé de respecter les architectures classiques et donc voilà, assumer une redondance. D'accord. Et c'est le même type de matériel, de serveurs, de stockage, de baies que l'on va retrouver C'est juste une taille plus... En termes informatiques, il n'y a aucune raison que ça soit différent. Serveur, enfin la partie infrastructure informatique n'a aucune raison d'être différente. Je vais citer quelques cas, mais derrière, on a les systèmes classiques de refroidissement, les systèmes de redondance électrique, les systèmes de sécurité d'accès. C'est la même chose en plus petit et en milieu contraint. D'accord. Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense Edge, on pense immédiatement 5G. Mais est-ce que pour vous, c'est synonyme forcément de 5G ou est-ce qu'il ne faut pas voir au-delà? Alors, il faut voir au-delà, mais aujourd'hui, clairement, c'est la 5G qui demande la construction d'infrastructures Edge. En fait, la 5G, donc c'est les usages, on va dire, plutôt aujourd'hui opérés par les humains. Vous avez entendu parler de la 5G récemment, ça va donner plus de
plus de puissance, plus de rapidité dans le fait de downloader des films ou des applications. Donc on reste encore dans l'usage humain. Et donc c'est clairement les opérateurs télécoms, pour déployer leur architecture 5G, qui nous sollicitent. Mais d'autres acteurs, des spécialistes de la colocation, donc la colocation c'est une industrie qui a 20 ans, 20-25 ans, qui consistait à l'époque à construire des data centers pour dire aux informaticiens ne gardez plus les infrastructures chez vous, venez les faire héberger chez nous, c'est plus professionnel, on va s'occuper de tout et vous allez mutualiser les coûts. Donc on voit le même phénomène arriver, c'est-à-dire des acteurs, c'est encore un peu timide, mais de la colocation edge, qui sont en train de se faire une spécialité, d'aller bâtir un certain nombre de petits data centers dans des lieux bien ciblés. Donc au lieu de proposer 10 data centers régionaux en France, ils vont proposer peut-être 200 petits data centers, c'est une autre échelle, mais c'est finalement le même métier. Donc il y a Cellnex qui est un opérateur espagnol présent en France, Teralfa, la filiale de SNCF, vient de lancer également une activité là-dessus. C'est le début de nouveaux opérateurs qui vont fournir aux acteurs d'objets connectés une offre de colocation à des fins edge. Oui, donc en fait, si je n'élise ce que vous dites, on va avoir un maillage du pays avec des infrastructures edge, donc X par département, par ville, etc. C'est ça en fait le but. Exactement. Et on peut penser qu'il y aura aussi un niveau de data center intermédiaire entre les gros data centers qu'on trouve majoritairement aujourd'hui à Paris, voire à Marseille, au niveau des villes entre guillemets de second niveau, pour faire un premier niveau de collecte, parce que le but c'est de faire le traitement au plus près, mais là où c'est possible. Donc on peut imaginer des petits data centers vraiment dans les centres urbains, et peut-être un premier niveau en périphérie de métropole, Bordeaux, Lyon, Nantes, etc., qui sera le premier niveau de consolidation de toute cette activité edge de la Smart Cities, clairement. Et ensuite, on passera au niveau du data center régional ou hyperscale. Oui, en fait, ils vont servir entre guillemets de passerelle ou de gateway pour se connecter effectivement aux gros data centers de cloud computing, de cloud public, au bout du compte. Oui, c'est ça, avec du stockage de données qui n'aura pas forcément besoin de remonter plus haut et du traitement intermédiaire. Je pense qu'à l'échelle d'une métropole, on peut imaginer des cas d'usage et de l'activité uniquement traitée en métropole et sans avoir besoin de solliciter des data centers distants. D'accord. Et est-ce que les demandes des clients qui vous sont faites, est-ce que c'est vraiment tous les secteurs où vous voyez, comme vous disiez, vraiment un certain nombre d'acteurs qui vont vraiment dedans? Alors moi aujourd'hui, comme vous le disiez, je vois les acteurs télécoms, qui d'ailleurs, c'est assez amusant, il y a 20-25 ans, les acteurs télécoms étaient ceux qui avaient inventé la colocation. Quand des acteurs spécialisés, comme Equinix, Interxion, Datacad, Global Switch, qui est une industrie finalement assez récente, sont arrivés, clairement les opérateurs télécoms se sont mis en retrait, ce n'était pas leur métier. On voit à peu près la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que les acteurs télécoms qui doivent fournir un service 5G ont besoin de déployer des infrastructures edge, donc c'est eux qui font les premiers pas. Et aujourd'hui, on voit encore très peu d'acteurs de colocation, mais en toute logique, dans les années qui viennent, pour répondre à ce besoin d'hébergement de données, de traitement local, il va forcément, ce serait assez logique, y avoir une industrie. Est-ce que ce sera les mêmes acteurs qui vont descendre ou d'autres qui vont se réinventer ou monter d'une industrie encore plus basse? Vous savez, Cellnex que j'évoquais, il vient du marché des locations de pylônes sur les toits, etc. Donc lui, il vient plutôt de plus bas en termes de taille pour aller vers des data centers edge. Est-ce que des gros acteurs de colocation vont descendre? C'est le jeu du business, mais on va l'observer dans les mois et les années qui viennent. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le Smart City, ça va être vraiment le drive des prochaines années. Ah, clairement. Clairement, oui. 1 million d'objets connectés en moyenne dans les villes d'ici la fin de la décennie, pas que les villes d'ailleurs. Je suis persuadé que la e-agriculture va aussi faire qu'avec l'utilisation de drones automatisés, va nécessiter des capteurs, alors peut-être pas avec une telle densité, mais également en zone rurale. Donc il y a vraiment un marché de cet hébergement de l'infrastructure Edge qui va se déployer dans la décennie qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir.